merci à tous ceux qui se sont connectés pour ce webinaire à destination des entreprises. Alors très rapidement, je vais vous présenter un petit peu le programme là, de cette matinée. Hop. Normalement, vous devez voir mon écran. Ce que je vous propose, c'est que pour commencer, on va débuter juste par une petite actualité de la CEC, donc des conventions des entreprises pour le climat, par Hélène Kergoat, qui va nous faire une petite présentation là, de 5 minutes sur ce dispositif-là, et notamment pour les entreprises qui sont connectées, de voir si elles sont intéressées pour rejoindre l'embarquement qui est en cours. Ensuite, moi, je prendrai la main une dizaine de petites minutes pour faire le lien justement biodiv et entreprise, et de voir en quoi justement bénéficier de l'offre des acteurs locaux, c'est une condition de réussite. Et on bénéficiera pour ça de 2 retours d'expérience, 2 acteurs normands qui ont accepté là d'intervenir, et je les remercie. Le Conservatoire d'espaces naturels, pour toute entreprise qui souhaitera agir sur les mares ou à destination des mares sur son site par exemple, et le groupe ornithologique normand pour travailler sur les oiseaux. On prendra un temps de questions-réponses, et puis on se fixe midi comme heure de fin de ce webinaire. Donc, Hélène, je vais arrêter mon partage. Je te laisse prendre la main. Ouais. Bonjour, du coup, je prends la main, je vais vous partager mon écran. Et Laure, si tu veux, je te laisse. Je vais essayer de le faire en 4 minutes parce que le mieux, c'est d'avoir des témoignages de ceux ou celles qui l'ont vécu, ce fameux parcours CEC. Et donc, je vais vous partager mon écran pour vous expliquer de quoi on parle. Donc, ma présence aujourd'hui, et merci pour ce petit point d'actu, c'est de parler du nouveau parcours CEC Normandie qui se lance. Donc, c'est notre 2e édition en Normandie. Ça commence bientôt, ça commence en décembre. Et donc, je vais vous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste. Donc, la CEC et les parcours CEC visent à accompagner les entreprises et les organisations à développer leur robustesse. On sait qu'aujourd'hui, on est dans un contexte d'incertitude avec beaucoup de pression sur les entreprises et les organisations, les modèles économiques. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment est-ce que, dans ce contexte-là, on arrive à pouvoir anticiper les différents risques auxquels on est soumis, donner du sens à nos organisations, arriver à se projeter et à sortir la tête du guidon pour prendre de bonnes décisions sur le court terme et assurer la pérennité de nos organisations sur le long terme. Et ça, on sait que c'est pas facile, ça demande de sanctuariser du temps pour ça. Ça demande d'être outillé, ça demande d'être entouré. Et donc, c'est pour ça qu'existent les parcours CEC Normandie. On est une association d'intérêt général qui existe depuis 2021. On a réalisé 25 parcours depuis notre création. Il y a plus de 1000 feuilles de route qui sont rendues parce que le livrable d'une CEC, vous repartez avec une feuille de route pour votre organisation. Et plus de 2800 dirigeants embarqués, puisqu'on participe en binôme à la CEC Normandie, à la CEC. Donc, tout ça pour vous dire qu'on commence à avoir un petit peu de recul sur notre méthode qui fonctionne bien. Et alors, je te laisserai en parler parce que tu l'as vécu. Sur le contenu, comment ça fonctionne? C'est un parcours qui est en 6 sessions d'1 jour et demi à 2 jours. Et notre méthode, c'est pour chaque session d'aborder l'un des sujets clés qui vont nous permettre d'aller travailler la stratégie et la robustesse de notre organisation. Donc, on commence par décrire et découvrir quels sont les constats aujourd'hui, où en est l'état de la science, et notamment en Normandie, vers où est-ce qu'on arrive, quel est le nouveau cap pour notre entreprise. Nous, on parle d'entreprise régénérative, parce que pour être robuste, il faut rentrer dans le cadre des frontières planétaires, dont justement le lien avec le vivant et la biodiversité, et on regarde des enjeux sociaux aussi. Notre 3e session, elle est justement entreprendre avec le vivant, et je pense que vous qui êtes ici, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous, la dépendance des organisations au vivant et à la biodiversité. Et c'est quelque chose qu'on va aller creuser parce que c'est pas forcément simple en fait d'identifier ces dépendances et ces risques. Et d'ailleurs, j'aime bien le chiffre de l'NBDD de 72%, dites-moi si je me trompe, des entreprises de la zone euro sont à risque élevé de dépendance à la biodiversité et au vivant. C'est bien ça le chiffre, Romain? C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on est au bon endroit pour en parler. Ensuite, nouvelle boussole, comment est-ce qu'on mesure en fait notre
nos différentes valeurs, notre performance, qu'est-ce que ça veut dire performance quand on cherche à être robuste et pérenne, comment est-ce qu'on embarque ces écosystèmes et comment est-ce qu'on porte nos projets d'entreprise, comment est-ce qu'on incarne cette nouvelle vision, stratégie, mais aussi une économie qui permet la pérennisation des organisations et la robustesse des territoires notamment. Et donc, comment ça fonctionne? On a sélectionné des experts qui sont reconnus sur leur sujet, qui sont pointus. Je vous parle beaucoup de robustesse. On a évidemment Olivier Amand, pour celles et ceux qui connaissent, Arthur Keller. On a aussi des experts thématiques et des experts normands, parce que la particularité d'un parcours CEC territorial, on a aussi des parcours thématiques, c'est qu'on est vraiment ancré sur le territoire et ça permet aussi la coopération à l'échelle d'un territoire qui est fondamentale pour assurer notre robustesse. On a des ateliers pour développer cette coopération et on a des camps de base. Et ça, c'est vraiment la spécificité de la CEC, c'est que du début à la fin du parcours, vous allez faire partie d'un camp de base qui se retrouve au moins une fois par session et qui est un petit groupe d'une dizaine d'organisations, donc une vingtaine de personnes avec qui vous allez vous retrouver à chaque fois et être accompagné par un binôme de coach facilitateurs. Et c'est les endroits où vous allez pouvoir créer cette bulle de profondeur, de confiance, de confidentialité aussi, pour aller travailler votre feuille de route, mais aussi tous les aspects humains qui se cachent derrière ces enjeux-là, quelle posture on a en tant que dirigeant ou porteur de ces projets d'entreprise visionnaires et innovants. Et voilà, comment est-ce qu'on passe aussi toutes les émotions des constats qui ne sont pas forcément très faciles à intégrer. On s'adresse du coup à tout type d'organisation, qu'on soit grande, petite, avancée ou pas sur ces questions-là. L'enjeu, c'est d'aller travailler la stratégie de votre entreprise. Si vous sentez que c'est le moment pour vous d'aller vous poser la question de la robustesse de votre entreprise, et ben ça peut être intéressant pour vous de vous pencher sur la question de est-ce que cette édition de la CEC Normandie est pour vous. Et quand je dis c'est le moment, il y a rarement des CEC. Là, on est sur notre deuxième édition. La dernière, elle était en 2024. Là, ça sera 2026. Donc, les prochaines, on sait que ça ne sera pas avant 2027-2028 parce qu'on va aussi se concentrer sur notre communauté d'alumni. Donc, voilà. Pensez si c'est le moment, mais sachez que cet espace-là est fait pour vous faire gagner du temps. Donc, c'est un créneau aussi à ne pas rater, évidemment. Et donc, je vais vous laisser, si vous voulez, intégrer la promotion qui se lance donc le 3 décembre. Je vais vous laisser mes coordonnées dans le chat pour que vous puissiez me joindre et je vais peut-être donner à Laure un petit mot pour compléter ce que je disais, toi qui l'as vécu, qui fait partie de cette première édition. Merci. Je crois que j'ai tenu encore les 5 minutes, on a encore un temps. Allez-y, Laure, vous avez une petite minute pour nous présenter votre ressenti. Alors, je vais résumer. Si je suis derrière mon écran aujourd'hui sur le sujet de la biodiversité, c'est grâce à la CEC. C'est-à-dire que pour moi, l'exercice de la CEC, alors ça a été très particulier pour moi parce que j'étais dans la question de rachat d'entreprise que je procrastinais depuis à peu près 3 ans. Et parce que maintenant, avec le recul, je sais que c'est parce que je n'arrivais pas à trouver le sens d'entreprendre aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'on sait pour l'avenir. Et du coup, en fait, grâce à la CEC, j'ai un peu répondu au pourquoi et j'ai finalement retravaillé tout mon BP. En 6 mois, on avait racheté la boîte. On a racheté le 30 décembre 2024. Et dans l'idée aujourd'hui, pour moi, de comment on entreprend en intégrant effectivement les limites planétaires et comment, du coup, on peut faire passer de c'est sclérosant, on entend plein de choses sur ce sujet, finalement, pourquoi j'ai fait des enfants, on va tous mourir, c'est génial, il y a des tas de choses à faire et devenir hyper enthousiasmant sur ce sujet-là et découvrir un monde dans lequel il y a déjà plein de gens qui se posent des questions et puis notamment découvrir la NBDD parce que moi ça a été une vraie révélation, la session sur la biodiversité et puis du coup ça devient hyper enthousiasmant, ça devient intellectuellement super riche et alors il y a une force qui est incommensurable, qu'Hélène évoquait, c'est le fait d'être ensemble. Et le fait de faire à plusieurs et le fait d'être plein de chefs d'entreprise à se poser ces questions-là, à ne pas avoir l'impression d'être utopique. Et cette communauté qui se crée, nous, pour le coup, notre camp de base se réunit lundi prochain. On va tous à Laval chez SAR France, qui nous organise une super journée autour de tas de sujets hyper riches. Et on sait qu'on va ressortir hyper oxygéné de tout ça et ça va nous apporter énormément d'envie de faire, en fait. C'est surtout ça. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a libérée en soi.
sur rester statique et ne plus bouger. Non, au contraire, en fait, c'est hyper enthousiasmant, hyper riche et ça donne envie d'avancer, quoi. Moi, ça a vraiment été une action de se mettre en mouvement et avec plaisir, surtout retrouver le sourire et avec plaisir et faire sauter complètement le cadre et les limites qu'on nous impose pour créer quelque chose de neuf. Voilà. Bah, merci beaucoup. Hélène, je te laisserai mettre du coup tes coordonnées et le lien pour les entreprises qui sont intéressées pour s'inscrire dans le chat. Et bah, du coup, bonne transition sur la biodiversité. Je vous propose de poursuivre. Alors, très rapidement, je vais essayer de faire très court. Hop, là, vous devez voir mon écran à nouveau, je pense, où ça arrive. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Oui. Ouais, Oui. ok, super. Donc en effet, si on cherche à mobiliser les entreprises comme tout acteur du territoire sur ce sujet de la biodiversité, c'est qu'il y a bien un bug dans la matrice. En effet, tous les experts s'accordent à parler d'une 6e extinction de masse des espèces, une disparition, un rythme de disparition des espèces qui est anormalement élevé, avec 5 causes majeures qui sont connues et pour lesquelles la Normandie ne déroge pas à la règle. La première en question, c'est notamment la destruction. La destruction et la fragmentation des milieux, ça reste une réalité. On continue à détruire fortement, massivement des espaces naturels, on continue à boucher des mares, à arracher des haies, à consommer des terres agricoles, etc. Tout ça contribue massivement à la disparition du vivant. La surexploitation d'espèces sauvages, les pollutions quelles qu'elles soient, que ce soit la pollution lumineuse, pollution plastique, pollution chimique, etc., que ce soit de l'eau, des sols ou de l'air, tout ça a un impact sur la biodiversité. L'introduction d'espèces exotiques envahissantes et le changement climatique qui va arriver en facteur aggravant, un peu comme étant la dernière couche du millefeuille qui va aggraver tout ça. Aujourd'hui, il pèse objectivement assez peu dans l'érosion de la biodiversité, même si ça va s'accentuer à travers les années qui vont arriver. Aujourd'hui, c'est bien quand même la destruction, la fragmentation des milieux qui est le principal moteur de destruction du vivant. Donc, concrètement, en Normandie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup d'espèces qui sont menacées, quel que soit le groupe d'espèces. L'agence et plusieurs partenaires régionaux, partenaires associatifs notamment, ont publié ces dernières années des listes rouges régionales qui permettent de définir le niveau de menace qui pèse sur les espèces. Le Conservatoire d'espaces naturels qui est présent ce matin et le groupe ornithologique normand font partie de ces acteurs qui ont publié ces listes rouges. Ce qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on a à peu près 18% des espèces de papillons qui sont menacées, plus d'un tiers des reptiles en Normandie qui sont menacés sur ces listes rouges-là. Le groupe le plus menacé sont les amphibiens, avec plus de la moitié des amphibiens menacés en Normandie, 55%. Pour ce qui est orthoptères, criquets, grillons, sauterelles, mantes, phasmes, etc., on est presque à 20% des espèces, 13% pour les libellules et demoiselles, et un peu plus de 20% pour les mammifères terrestres et marins. La dernière en date est celle sur les oiseaux, qui a été produite avec le groupe ornithologique normand. On est presque à 40%, 39% des oiseaux nicheurs de Normandie qui sont menacés. Donc c'est des chiffres qui sont considérables. Quand on voit ça, forcément, ça a été dit à l'instant, c'est un peu effrayant ou autre. Mais il y a un point sur lequel les experts s'accordent aussi, c'est de dire que tout ça est améliorable et cette tendance peut s'inverser. Mais ça nécessite un certain nombre de choses. Il y a plusieurs effets leviers qui existent. Ça peut être des actions opérationnelles, ça peut être des actions réglementaires, des dispositifs financiers ou autres. Et surtout une mobilisation de l'ensemble des acteurs. Les collectivités doivent s'engager mais ne peuvent pas tout faire. Les aires protégées font ce qu'elles peuvent sur leur site. Et les entreprises doivent contribuer à ce défi-là, et notamment parce que, comme le disait Hélène, il y a un lien qui n'est pas forcément perceptible au début entre les entreprises et la biodive, mais il existe pour tout secteur d'activité. Pour une raison simple, c'est que la biodiversité fournit des services, ce qu'on appelle des services écosystémiques, qu'on regroupe par grands paquets, on va dire, que vous avez à l'écran. Et selon le secteur d'activité dans lequel on est, l'entreprise, les biens qu'on produit ou le service qu'on produit, il va utiliser directement, indirectement, un peu, beaucoup, fortement, une partie de ces services écosystémiques-là. Typiquement, quand on est un constructeur de maisons individuelles, où il y a des charpentes en bois, des isolants biosourcés, etc., forcément, derrière, il y a la question de la chaîne d'approvisionnement qui se pose et de quel type de milieu est-ce que les gestions mises en place sont durables pour garantir l'approvisionnement de la ressource sur le long terme. Il y a énormément de liens de ce type-là. Ça fait partie des missions, nous, à l'agence, qui permet
d'accompagner les entreprises pour bien identifier ce lien qu'elles ont par rapport à la biodiversité, de sortir un peu de cette boucle où l'entreprise va exploiter un certain nombre de ressources naturelles et contribuer aux facteurs d'érosion aujourd'hui de la biodiversité, pour casser un peu ce rythme-là, identifier les dépendances qu'elle a, les risques qu'elle court à ne rien faire et les opportunités que ça peut représenter pour l'entreprise, au contraire, d'avoir une démarche sincère et proportionnée en faveur de la biodiversité. Ce programme-là nous s'appelle Entreprise engagée pour la nature. L'agence a un chargé de mission qui est dédié à ce programme, qui peut vous accompagner individuellement pour bâtir votre plan d'action, à peu près à 3 ans. Des actions qui devront à la fois concerner le cœur de métier de l'entreprise, mais aussi des actions de gestion de votre site. Et ça, on peut intervenir à différents niveaux d'échelle, mais en gros, pour résumer, l'agence est là à chaque étape importante d'avancement du dossier, de mise en œuvre du plan d'action. Et elle pourra surtout jouer le rôle de garde aiguillage vers les dispositifs financiers qui existent ou les acteurs de terrain qui peuvent vous accompagner. Je passe sur le déroulé du dépôt, mais une fois ce qu'il faut retenir, c'est que l'instruction des dossiers pour les TPE et PME se fait par l'agence directement en local. Pour les très grandes entreprises, c'est un jury national qui se réunit, puisque ce programme est national et porté par l'Office français de la biodiversité au niveau national. Il y a un point commun, alors on accompagne déjà beaucoup d'entreprises engagées pour la nature. Elles ont un point commun, c'est que toutes celles qui ont mis en place vraiment les démarches les plus vertueuses, le point commun qui les réunit tous, c'est qu'elles travaillent avec des partenaires locaux, et notamment avec le monde associatif. Donc il y a énormément d'acteurs qui sont partants pour travailler avec les entreprises, qui ont une offre de service à vous proposer. Il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter. Vous les retrouverez globalement dans notre catalogue des acteurs normands de la biodiversité. Je vous transmettrai le diapo, le lien est cliquable sur la phrase. Vous avez accès à toutes ces structures-là pour savoir ce qu'elles proposent. Mais l'idée pour nous, c'était de proposer un cycle de webinaire qui met en avant au fur et à mesure ces acteurs. On en a déjà vu 2 il y a quelques mois, et on vous présente aujourd'hui le Conservatoire d'espaces naturels et le groupe ornithologique normand. J'arrête mon partage, je ne suis pas plus long, je vais leur laisser la main. Et je vais laisser la main pour commencer à Pierre Robin du Conservatoire d'espaces naturels. Monsieur Mar qui va nous présenter ce que le conservatoire peut faire sur ces zones humides d'intérêt régional. Je présente, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ta présentation arrive et super. Parfait. Vous voyez bien. Je me présente rapidement. Je suis Pierre Robin, donc je suis coordinateur chargé de mission sur le programme régional d'action en faveur des mares, qui est animé par le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie. Le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, c'est une association, loi 1901 à but non lucratif. On est agréé par l'État et la région pour la préservation du patrimoine naturel, géologique et paysager de Normandie. Et on travaille sur les grands principes de connaître, protéger, gérer et valoriser les espaces normands. Et également accompagner les politiques publiques sur la démarche de préservation des milieux. Rapidement, on a aujourd'hui 230 espaces naturels protégés et gérés par le conservatoire, ce qui fait un peu plus de 3400 hectares sur les 5 départements normands. Et on fait partie d'un réseau des conservatoires, hein, donc aujourd'hui 24 conservatoires en France métropolitaine et outre-mer, où on est sous les mêmes principes, hein, de gestion des espaces et de la préservation du patrimoine. Donc sur la partie de nos missions, donc on est sur toute la partie connaître, donc on va participer à inventorier la faune et la flore sur le territoire, élaborer des plans de gestion, et également contribuer vraiment à la connaissance naturaliste sur les espaces, ce qui va permettre de protéger les espaces quand il y a un enjeu biodiversité, avec l'accompagnement des particuliers, des collectivités, avec la signature de conventions de gestion sur les espaces les plus fragiles. Sur la partie gérée, on va avoir toute la partie restaurer et entretenir les espaces naturels, relancer également le pâturage extensif, hein, sur des espaces pour permettre justement une bonne gestion de ces milieux-là et favoriser les espèces cibles. On a un cheptel en interne avec 434 animaux, et on participe également à
à tout ce qui est restauration de la fonction hydrologique des zones humides et la bonne gestion de ces milieux. Et toute la partie valorisation est plutôt sur la partie communication, sensibilisation du grand public et aménagement des espaces naturels pour l'ouverture au public. Et la partie accompagnée, donc là, c'est plutôt les politiques publiques et également les entreprises sur la mise en place de politiques sur l'environnement. On a également voilà, des programmes régionaux d'action, donc le PRAM sur lequel je travaille. On a le programme régional d'action relatif aux espèces exotiques envahissantes. On a le programme sur les coteaux, sur le PREL, donc le programme régional d'action pour les espaces en libre évolution, et le PRA-Tourbière, le programme régional d'action en faveur des tourbières. Je vais vous parler un petit peu plus en détail du PRAM. Donc, nous, on travaille vraiment sur le milieu mare, sur les points d'eau. Donc, rapidement, la définition d'une mare, on est sur un milieu plutôt stagnant, temporaire ou permanent, alimenté par les eaux de pluie et les eaux de ruissellement, en moyenne de 2 mètres de profondeur et majoritairement d'origine anthropique, donc créé de la main de l'homme. On a quand même quelques espaces naturels qui permettent d'avoir des mares. Donc, on va avoir tout ce qui est glissement de terrain, les mares arrière du l'air, avec les influences du vent, les dynamiques de fleuves, bras morts, où on peut avoir des eaux stagnantes et qui sont favorables aux espèces cibles qui vivent dans les mares. Mais les mares sont quand même d'origine anthropique, hein, donc étaient servaient autrefois plutôt pour l'abreuvement du bétail, le stockage d'eau pour les fermes et pour la vie. On a également l'activité militaire en Normandie. On a beaucoup de mares qui sont dues à des trous de bombes. Et voilà, on a des mares qui servaient également et qui servent toujours pour l'épuration des eaux, la production et les milieux naturels sur le territoire. Ces mares-là, on va les classer en quatre stades. Donc la mare un peu jeune qui vient d'être créée, restaurée, est plutôt d'une mare de stade 1. Donc on a du stockage d'eau, on a peu de végétation aquatique. Et on va avoir les mares de stade 2 où là justement on va avoir un habitat favorable à l'accueil d'un maximum d'espèces, de biodiversité, et on va avoir une ceinture de végétation aquatique, surtout pourtour de la mare, et avec un bon stockage d'eau, ce qui va permettre d'avoir vraiment un cycle de reproduction sur ces milieux-là. La mare de stade 3, donc on est sur des mares qui commencent à se combler, à s'envaser naturellement avec la dégradation de la végétation, l'apport de matière organique. Les mares, naturellement, s'il n'y a pas d'entretien et s'il n'y a pas de restauration, elles se comblent et du coup, on perd l'habitat mare avec le stockage d'eau. Donc, jusqu'aux mares de stade 4, où là, la mare devient de moins en moins fonctionnelle, aussi bien pour l'épuration des eaux que pour l'accueil de biodiversité. Donc, on met des programmes de restauration, justement, pour permettre de restaurer ces mares de stade 4 avec un exemple voilà, d'une mare avant-après, après restauration, pour retrouver de la lumière, du stockage d'eau et refavoriser l'espace pour la biodiversité. Sur pourquoi on travaille aujourd'hui, pourquoi il y a un plan d'action en faveur des mares, hein, c'est parce que effectivement dans les années 50, induction d'eau potable, donc là, abandon et comblement des mares, donc c'est l'une des plus grosses menaces aujourd'hui sur ce milieu-là. On estime à 40% des mares en Normandie qui sont menacées à court terme par justement l'abandon et comblement. Et pourtant, voilà, on a 20% d'espèces protégées qui sont abritées à féoder directement au milieu mare, à minima pour leur cycle de reproduction, mais ça sert également à d'autres espèces qui vont s'en servir d'abreuvement, d'espèces naturelles. Et les enjeux du PRAM Normandie aujourd'hui, c'est d'enrayer le processus de dégradation et de disparition des mares en Normandie, et avec un objectif de maintien de ce milieu-là. On a la mare qui a un intérêt au niveau des milieux. Donc, l'objectif, c'est de reconnecter. On va avoir mare et aujourd'hui, on va plutôt parler de mare et point d'eau. Donc, on pourrait avoir un bassin de rétention d'eau qui réceptionne les eaux pluviales. On pourrait avoir les réserves incendies qui ont un cahier des charges bien spécifique, mais qui pourraient être accueillantes pour la biodiversité ou plus accueillantes pour ces espèces-là en aménageant les pourtours, et de retrouver vraiment ce côté refuge biodiversité sur tous les points d'eau et les mares. Donc nous, on met en place des plans d'action en faveur des mares, donc avec toute la partie recensement des mares sur le territoire, élaboration des plans d'action à l'échelle
souvent plutôt à l'échelle d'une commune, mais voilà, aujourd'hui, on travaille aussi sur des espaces plus restreints et voir s'il y a des choses à réaliser en termes de travaux pour soit restaurer, soit améliorer les mares. Donc, on a une évolution des missions du PRAM depuis quelques années. Aujourd'hui, on a pendant des années porté toute la partie recensement, restauration. Et aujourd'hui, on est vraiment en accompagnement, en appui technique, scientifique, administratif et réglementaire auprès des collectivités, des syndicats de bassin versant et des entreprises pour permettre de décupler les actions à l'échelle de tout le territoire. Et l'un des intérêts de la thématique mare, c'est que sur une année glissante, on a la possibilité de réaliser un plan d'action. Donc, on est plutôt sur du recensement et sur du diagnostic terrain, la partie connaître plutôt en début d'année, avec une partie vraiment inventaire d'espèces qui vont permettre de voir s'il y a des actions à mener et savoir s'il y a des espèces à prendre en compte. Donc, plutôt sur la période mars, avril, mai. Et il y a possibilité d'avoir des travaux au mois de septembre-octobre pour justement restaurer ou améliorer. Donc, on accompagne sur toutes ces démarches. Et on accompagne aujourd'hui, j'ai sorti quelques exemples d'entreprises qu'on accompagne sur le territoire. Donc, on accompagne la société d'autoroute Alice, où là, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on travaille ensemble sur la formation du personnel RSE à la caractérisation. Donc là, on a caractérisé tous les bassins autoroutiers et tous les points d'eau sur leur linéaire. Et également, la prise en main des outils du PRAM et la préparation aux travaux de restauration et ou de création. Donc, il y avait des mares qui étaient effectivement de stade 4 sur ce territoire-là où il y a eu de la restauration et certains secteurs où c'était dépourvu de mares, où là, il y a eu le choix de faire de la création. Donc, il y a vraiment tout cet accompagnement sur l'état des lieux, sur le recensement et l'analyse des actions à mettre en place par la suite. Et il y a toute la partie sensibilisation du personnel à l'intérêt des mares et des points d'eau sur leur lieu de travail pour permettre justement de mieux prendre en compte les espèces sur ces mares-là. On est en cours là d'accompagnement de Normandie Terre d'Appellation Agricole. Donc là, on va accompagner les exploitants agricoles adhérents à cette structure à justement réaliser. On a réalisé un appel à volontaires des agriculteurs, sylviculteurs, pour le diagnostic et le recensement des mares, avec la réalisation de fiches travaux quand les mares étaient prioritaires à la restauration. Et on a également accompagné sur le dépôt de dossiers de financement pour la prise en charge des travaux de restauration et ou de création quand ça s'y prête. Et donc là, la phase travaux a commencé cet automne, donc là, les travaux sont en cours. Donc, on accompagne sur la partie technique, sur le montage du cahier des charges, la consultation des entreprises et la réglementation vis-à-vis des espèces protégées, donc les déclarations qui pourraient y avoir lieu quand il y a besoin. Et on accompagne aussi RTE sur les travaux de restauration de mares. Donc, ils ont des mares en propriété. Donc là, effectivement, où c'est des mares qui ont besoin d'être restaurées. Donc là, on fait la restauration, on s'occupe de la réalisation des démarches administratives, donc sous forme de prestations, et la gestion des rémanents et des curures sur parcelle et la valorisation de cette part-là par la suite, avec toute la partie connaissance et suivi scientifique, faune-flore sur la parcelle. Il y a quelques temps, on a également accompagné l'entreprise Boehringer à 2 événements, plutôt de cohésion d'équipe sur la partie biodiversité. Donc là, on avait proposé une restauration, un entretien de mares avec des outils manuels, donc ce qui a permis d'organiser une journée avec les équipes, et également une soirée retour biodiversité. Donc les soirées retour biodiversité, c'est souvent sur une mare où il y a une intervention de restauration, et on a l'avantage que sur les mares, la biodiversité revient relativement assez vite, car 6-8 mois après, on a déjà un retour biodiversité, donc une mare de stade 4 qui a été restaurée.
6 mois après, le printemps d'après, on a déjà des choses à observer, donc des espèces intéressantes qui viennent recoloniser la mare. Et pour être un peu plus large, effectivement, bah, donc ça, là, je vous ai parlé plutôt de la partie mare, mais sur la partie diagnostic écologique, donc à l'échelle des terrains, des structures, on peut faire des diagnostics habitat, faune, flore et préconisations de gestion associées avec des documents simplifiés de gestion. On réalise également toutes les parties cartographie d'habitat, donc c'est important de plutôt connaître les différents habitats qu'on pourrait avoir sur site pour justement adapter la gestion et également cibler plutôt les suivis écologiques selon les habitats. Donc c'est des fois pas intéressant de faire tout azimut à des inventaires, mais de cibler selon les habitats avec une plus forte chance d'observer les espèces cibles qu'on va rechercher. On a toute la partie travaux écologiques, hein, donc effectivement restauration de milieux humides, restauration de mares. Au conservatoire, on a également de la prospection foncière et de l'animation foncière, donc où il y a possibilité d'avoir de l'acquisition sur des terrains en jeu, zones humides ou abritant des espèces en déclin, et l'organisation de chantiers bénévoles et d'entreprises type team building avec la sensibilisation des salariés et des collaborateurs. Il y a la partie aménagement, ouverture au public, donc la partie communication. Je vous ai pas mis le lien, mais on a un YouTube au Conservatoire d'espaces naturels de Normandie où il y a pas mal de vidéos de valorisation qui sont réalisées. C'est assez intéressant d'aller voir pour permettre justement de voir toutes les activités et de voir les cœurs de métier des différents collègues sur la partie technique, scientifique et d'animation sur le terrain directement. Voilà pour moi. Je vous remercie de votre attention. Bah, merci beaucoup, Pierre. Je vous propose qu'on prenne quelques questions. Si certains d'entre vous ont des questions pour Pierre, vous pouvez prendre la parole. Merci pour le contact. De rien. Vous pouvez prendre la parole directement ou alors les mettre dans le chat si vous ne souhaitez pas parler. Ouais, Géraldine. Ton micro est éteint. Moi, j'avais une question, c'est pour savoir s'il y a des aides, en fait. Comment sont aidées les entreprises? Est-ce que vous faites l'accompagnement, voire vous aidez à la restauration en termes d'ingénierie, mais est-ce que il y a des aides? Voilà. Il peut y avoir potentiellement des aides. On a des missions qui sont financées, donc dans de l'accompagnement classique à la préservation là, sur la partie mare. Voilà, notre temps est financé. Après, si ça dépasse effectivement ce temps-là, c'est plutôt pour enveloppe prestation. Et il y a quand même auprès de financeurs des budgets qui sont alloués aux entreprises. Donc là, après, faut se rapprocher directement selon les objectifs de restauration ou de maintien, avec les enjeux biodiversité ou qualité d'eau. Il peut y avoir des enveloppes allouées via les financeurs. Ok. Mais ça, c'est le conservatoire qui s'occupe de la mise en relation. Et puis ouais. Après, effectivement, une fois que les objectifs sont ciblés, c'est assez simple de se mettre en contact avec les potentiels financeurs et puis accompagner sur le montage de projet. Est-ce que tu peux donner le montant moyen? Ça coûte combien de créer une mare? Créer une mare, on va être à 3500 pour la création de mare, selon les technicités qui sont mises en place. Effectivement, si c'est sur des sols argileux, c'est relativement simple, entre guillemets, parce que c'est du terrassement. Par contre, là, sur la présentation que j'ai faite, c'était pas des terrains argileux. Donc là, il y a eu la technicité de bentonique. Donc là, c'est des coûts un peu plus élevés. Mais voilà, selon les objectifs, on adapte. Et la restauration, on va plutôt être sur les alentours de 2500, 3000 euros. Quand c'est une mare relativement petite. En fait, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, notamment avec l'entrée événement cohésion d'équipe. En fait, ça m'a parlé dans le sens où les entreprises, c'est vraiment des choses aujourd'hui qui peuvent leur parler. À un moment donné, pour vraiment démultiplier les mares, en fait. Est-ce que il faut pas mettre en relief ou à un moment donné avoir vraiment une com ciblée là-dessus? Alors sans dire bon voilà juste du team building, mais
restaurer les mares autour de chez vous. Enfin, vous voyez, moi, je ne suis pas persuadée que l'info, elle va jusqu'à eux, en fait. Jusqu'à elles, jusqu'aux entreprises. Voilà. Là, sur l'exemple de la société Alice, l'accompagnement a permis, il y avait la petite présentation, mais on a une application grand public. Le recensement des mares, aujourd'hui, il peut être fait par tout le monde. On a une application mobile et aujourd'hui, on a des salariés qu'on a accompagnés, qu'on a montré les différents points d'eau, bassins ou mares qu'ils avaient sur leur linéaire, et ils caractérisent des mares justement vers chez eux. Et on s'aperçoit également en discussion qu'il y a beaucoup de salariés qui ont des mares en propriété dans leur jardin ou des bassins et qui voudraient améliorer, avec des fois des idées reçues, mais ils voudraient améliorer la biodiversité et ça a permis justement d'échanger. Et la formation du personnel et des référents RSE permet d'avoir un lien sur cette thématique-là et créer de la cohésion et d'avoir un point commun. On a également là sur un des bassins, il y a eu des inventaires des inventaires faune-flore qui ont été réalisés et on avait des agents d'entretien qui nous disaient voilà, quand on débroussaille, on se rend pas compte de des fois ce qu'on peut débroussailler à proximité et on a des personnes qui reviennent vers nous en étant intéressées de mieux connaître et de mieux cibler effectivement leur action et pas juste débroussailler. Ok. Monsieur Colette. Oui. Une question qui fâche. Les bassins avec des fonds bâchés. Oui. J'ai travaillé sur des bassins sur la 84 pour la Dirno et la plupart de leurs bassins d'orage sont sur fond de bâche. Bâché. Il y a des choses intéressantes quand même, hein. Du castagneux, tout ça. Bon. Qu'est-ce que le programme MAR pense des cas où on est obligé de mettre je sais pas, tu as parlé de la bentonite, donc on peut évidemment se passer de bâche. Après, j'ai pas tous les textes de réglementation, mais il y a des bassins qui sont réglementairement obligés d'être bâchés. Ouais. Mais par contre, les aménagements qui sont faits sur les pourtours pourraient permettre justement de limiter soit des pièges à espèces et même favoriser l'intégration des espèces sur ce milieu-là. Donc, de toute manière, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a les mares. Hein. Nous, notre objectif premier, c'est quand même de travailler sur les mares plutôt anciennement agricoles, un contexte agricole, mais tous ces points d'eau plus largement avec des objectifs réserve incendie, réserve d'eau en risque de pollution ou de débordement, de tous les cas sont créés, que ce soit en urbanisation ou dans d'autres secteurs. Le tout, c'est que au lieu de prendre juste le cahier des charges strict, longueur, profondeur, on aménage les abords pour que tout au long de sa vie du bassin, il ait été accueillant par la biodiversité. C'est ce que je dis souvent, c'est l'exemple que je prends, c'est une réserve incendie, l'objectif, c'est qu'elle ne fonctionne jamais. Autant qu'elle qu'elle serve pour la biodiversité sur toute sa période de vie. Est-ce qu'il reste des questions pour Pierre? Ce point-là, il est hyper important que vous venez de mentionner, hein, le côté multifonctionnalité d'un espace, quitte à avoir un investissement à faire, autant qu'il coche 2, 3, 4 cases, quoi. Et donc, en effet, une réserve incendie peut être une réserve amphibien aussi. Et oui. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je propose qu'on enchaîne avec le groupe ornithologique normand. Et de toute façon, pour revenir, on aura un petit temps d'échange en fin de webinaire si d'autres questions vous sont apparues d'ici là. Guillaume, Parfait, je te laisse la main. Merci Pierre, merci beaucoup. Guillaume, je te laisse partager. Normalement, c'est bon. Ça arrive. Ouais, c'est bon. Parfait. À toi. Donc, merci pour l'invitation. Donc, le groupe ornithologique normand, intervenons. Donc, nous sommes 3. Donc, Guillaume Bénard, je suis le directeur du CON et j'ai la chance d'avoir avec moi 2 bénévoles en charge du réseau des refuges. Donc, Jean Colette, qui est le créateur du réseau des refuges il y a 30 ans, et Éric Gouet, qui est notre référent actuel. Donc, rapidement, donc, le groupe ornithologique normand, une association qui œuvre pour la connaissance et la sauvegarde des oiseaux
et de leur milieu en Normandie. Donc, association créée en 1972, agréée rapidement en protection de l'environnement et reconnue d'utilité publique depuis 1991. Donc, qui a 3 grands axes d'activité aujourd'hui. Étudier, donc observer et étudier les oiseaux sauvages de Normandie dans leur milieu, donc toute la Normandie, Haute-et-Basse, anciennement Haute-et-Basse, et partout dans toutes les communes, tous les territoires, on essaye d'être présent. On protège les oiseaux sauvages de Normandie et leurs habitats, parce que on a des zones d'intérêt particuliers en Normandie pour certains oiseaux à certaines périodes. Et on essaye d'initier et sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l'ornithologie. Et c'est aussi, comme ce webinaire ce matin, à destination des entreprises. Donc, on étudie depuis plus de 50 ans les oiseaux en Normandie. On a des observatoires qui sont plutôt des suivis à long terme pour les oiseaux d'eau, les oiseaux communs, les oiseaux marins, les rapaces, etc. On a des programmes d'enquête annuels qui sont décidés en interne par notre conseil scientifique, mais aussi on participe à des enquêtes nationales régulièrement. Tous les ans, on a des enquêtes nationales auxquelles on participe. On est co-administrateur aujourd'hui de Faune Normandie, qui est un outil de saisie en ligne, ordinateur, téléphone, de données d'observation de la faune en Normandie, qui permet d'avoir beaucoup de données, beaucoup d'observations. On a, avec toutes nos données, on les exploite et en 2022 a été fait l'Atlas des oiseaux de Normandie, donc la version la plus à jour de nos connaissances en Normandie. Donc, ce petit livre, un peu plus de 400 pages, fait un état des lieux de toutes les observations qui ont été menées en 3 ans, 2017, 2018 et 2019, sur toute la Normandie. Et on a aussi une revue scientifique, le Cormoran, qui paraît à peu près 2 fois par an depuis plus de 50 ans aussi. Donc, on a des actions de protection. Donc, pour ça, on a depuis quelques dizaines d'années un réseau des réserves pour protéger donc les sites de reproduction, nourrissage, hivernage de nos oiseaux ou alors les dortoirs. On a un réseau des refuges, donc ce qui va vous intéresser aujourd'hui, qui est, on va détailler un peu plus tard, mais qui est le résultat d'une convention avec un propriétaire pour une gestion en faveur de la biodiversité, donc notamment des oiseaux. Comme l'a dit Romain, on a établi la liste rouge des oiseaux nicheurs de Normandie donc en 2024. On suit différentes zones d'intérêt ornithologique en Normandie pour différentes organes et administrations publiques notamment. Et puis en action beaucoup plus simple qui va vous parler, on fait des pauses et suivis nichoirs. On a notamment un programme avec les chouettes effraies et le milieu agricole. On communique sur les oiseaux de Normandie afin de sensibiliser toute la population, quel que soit l'âge et le secteur, sur tous les oiseaux de Normandie. Donc on a des stands réguliers, on fait des sorties nature orientée oiseaux, on a une exposition notamment sur l'Atlas des oiseaux de Normandie qui circulent, on a fait des posters, je vous ai mis ici les oiseaux des jardins qui est le plus connu. On organise depuis fin janvier 2024 le grand comptage des oiseaux de jardin, je suppose que vous en avez entendu parler, et on organise des conférences, Nuit de la chouette, oiseaux de jardin, le changement climatique. On a le GON en quelques chiffres, donc on a un peu plus de 1100 adhérents, mais surtout on a plus de 250 observateurs actifs. Aujourd'hui, on est 14 salariés, on a une base de données d'un peu plus de 4,5 millions de données et ça augmente jour après jour. On a réalisé plus de 1200 études sur le patrimoine ornithologique en Normandie, donc on commence à en avoir quelques-unes et une bonne idée quand même de toutes les populations d'espèces en Normandie.
Ce qui est moins connu, c'est qu'on est aussi un gestionnaire d'espaces naturels. On gère 850 hectares en Normandie, dont 350 qui nous appartiennent. On a à peu près 350 refuges répartis en Normandie. On fait plus de 300 animations par an et qui touchent 5-6 000 personnes par an. Quelques chiffres pour les oiseaux, mais vous aurez tout le temps de les relire plus tard. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 402 espèces observées en Normandie, dont 2 ces derniers mois qui n'avaient pas été vues jusqu'à présent. On travaille avec les entreprises depuis très longtemps, donc dans tout un tas de secteurs économiques très variés. Je vous ai fait une petite liste ici, non exhaustive, mais qui vous donnera un ordre d'idée. Donc, des exploitants de carrière, des gestionnaires de forêt, des pêcheurs, conchyliculteurs, des centres de stockage de déchets, des maraîchers, des sites touristiques, tout un tas d'espaces où, bien évidemment, on peut travailler à la protection des oiseaux. On réalise tout un tas de prestations de services pour le secteur économique, donc des suivis de population d'oiseaux, des analyses de sites avec des conseils de gestion en faveur de la vie faune. Actuellement, on travaille avec notamment plusieurs hôtels pour des labels clés vertes. On fait des analyses de bases de données pour tout un tas de projets de développement qui auraient un impact sur l'environnement. On travaille beaucoup avec des bureaux d'études généralistes sur les études environnementales et puis on travaille sur définition, mise en place de mesures environnementales et souvent des mesures compensatrices pour des projets immobiliers ou autres. Et comme j'ai déjà dit, poser suivi de nichoirs. Les refuges nature du Gone, je vais laisser mes 2 collègues en parler. Eric, tu veux prendre la main? Oui. Bon, alors, tu le sais très bien, Guillaume, hein, parce que c'est vrai que je sors d'un Covid, là, j'ai un petit peu de mal à reprendre mes esprits. Le réseau des refuges, effectivement, c'est 350 environ refuges, bon, qui sont vivants ou en tout cas sur lesquels il y a des rapports d'inventaire qui sont réalisés par des bénévoles une fois par an. À minima une fois par an, mais il y a aussi des refuges qui sont extrêmement actifs sur lesquels il y a des relevés d'inventaire qui sont réalisés mensuellement. Donc, ça donne une vision extrêmement active, je dirais, du refuge et de la faune qu'on peut protéger sur ce lieu. Alors, comme l'a écrit Guillaume, en fait, bon, c'est vrai que la réserve pour les gorilles, tout le monde en comprend l'intérêt. Pour les rouges-gorges, c'est vrai qu'on peut se dire, bah oui, pourquoi protéger aujourd'hui les rouges-gorges? Bah, c'est vrai que quand on voit le moineau domestique aujourd'hui, il est en régression forte. Et c'est vrai que dans un avenir proche, eh ben, si on ne le protège pas, on peut être dans une situation où l'oiseau en fait, disparaît, l'espèce évoluant au gré, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, de tous les impacts, je dirais, qui peuvent jouer entre le réchauffement climatique, les pollutions, etc. Pour le slide suivant, peut-être. Donc, comme vu précédemment, il n'y a pas d'oiseaux insignifiants, ni de papillons banals, ni de fleurs sans intérêt. Donc, ce qui est le ciment de notre réseau de refuge, c'est effectivement le partage des connaissances entre le signataire, donc le propriétaire privé ou une collectivité, je dirais, donc en tout cas qui dispose d'un site naturel et qui héberge des espèces sauvages sur son site. Et puis, convention signée donc avec un bénévole de notre organisation, de notre association, qui devient le correspondant pour ce refuge. Donc, les engagements reposent sur une convention, effectivement,
ce principe d'avoir au moins, comme j'ai dit tout à l'heure, une visite une fois par an avec sur le site avec le propriétaire, donc un partage des connaissances sur les espèces protégées qui sont observées sur le site, et puis un bilan formel des observations qui est réalisé avec un aspect plus ou moins fouillé, je dirais, des données, des bilans qui sont réalisés. Donc ainsi, eh ben, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de l'avifaune sur le site, de savoir ce qu'on protège, avec parfois des espèces qui sont rares et sensibles, je dirais. Il y a bien sûr la cohorte des oiseaux, on va dire, communs, mais il peut y avoir aussi sur certains sites des espèces rares, je dirais, et sur lesquelles il y a aussi des décisions de gestion et de protection qui sont à mettre en œuvre, et donc ceci dans une vision partagée avec le propriétaire. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, le réseau des refuges, c'est un patchwork extrêmement varié et différencié, je dirais, de propriétés qui passent par des carrières, des fermes, des golfs, donc sur lesquels il y a du public qui intervient, bien sûr des pépinières, des vergers, des parcs, des monuments historiques, des établissements scolaires, bien entendu, et des espaces industriels. Donc, dès lors qu'on a ce type de structure qui a un espace naturel dans son environnement, eh bien la vision et la conclusion d'une convention de refuge est possible. Donc, au travers de ces paroles de refuge, je ne vais pas les citer, mais on voit que les verbatims, je dirais, qui sont évoqués par les propriétaires de refuge, c'est extrêmement varié. Donc, c'est du suivi d'impact, c'est des inventaires qui permettent de voir comment, au fil des années, la faune et la flore évoluent, la biodiversité globalement du site évolue, et de faire un suivi dans le temps, je dirais, des espèces qui sont hébergées avec les mesures de protection qui sont mises en œuvre et donc l'impact de ces mesures de protection associées. Voilà, donc pour une présentation rapide du réseau des refuges. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes? Géraldine, ouais. Oui, alors moi, c'est une remarque que ça m'inspire, en fait, les présentations de ce matin. C'est notamment par rapport au fait qu'on sait que la population est de plus en plus citadine et que ça va aller en s'accentuant. Et tous ces projets possibles à mettre en œuvre, en fait, je trouve qu'il faudrait trouver un moyen de le faire connaître davantage, en fait, parce que justement, en ville, tous ceux qui vont pouvoir mettre une moindre zone, particulièrement en ville, je pense, parce que c'est là où il y a le plus de pression, mais qui vont pouvoir mettre une zone qui va pouvoir servir, ça va être de plus en plus important, en fait. Alors, je ne dis même pas d'accompagner des collectivités dans la mise en œuvre, entre guillemets, des espaces verts. Voilà, d'ailleurs, on pourrait peut-être changer le nom. Mais si, évidemment, les collectivités, mais aussi toutes les personnes, en fait. Et je m'interroge, en fait, finalement, c'est pas trop une question qu'une interrogation de se dire comment on fait encore mieux connaître tout ça pour que un maximum puisse s'en emparer et immédiatement faire quelque chose. Et je pense, par rapport à ça, je pense à des grands réseaux peut-être à solliciter, comme alors par rapport aux entreprises, les CCI, les chambres régionales arts et métiers, voilà, tous ces grandes têtes de réseau qui peuvent après aussi diffuser. Alors, je sais bien, c'est pas toujours le meilleur moyen, la grande communication, parce que ça touche peu. Des fois, le bouche à oreille est bien plus efficace, mais voilà, entre deux, je sais pas.
Alors, c'est aussi tout l'enjeu là de ce webinaire, par exemple. Et puis, je laisserai la parole à Guillaume après. Mais c'est vrai que nous, justement, ces têtes de réseau auxquelles tu fais référence, on travaille avec elles, les CCI, le MEDEF, enfin tous les acteurs économiques, pour justement porter toujours le même message, inciter les entreprises à aller vers les opérateurs locaux. Et je pense que quand le GON, par exemple, a un refuge au sein d'une entreprise, quelque part, on touche les salariés qui ont des maisons, certainement, etc. Donc je pense que le message se diffuse de cette façon-là. Mais c'est sûr que vu le nombre d'entreprises en région, vu le nombre de salariés, vu le nombre de particuliers, etc., pas se faire d'illusions, ces communications-là, elles sont permanentes. Il n'y aura jamais de fin, en fait, à la communication, je pense. Monsieur Colette, et puis Guillaume, peut-être si vous voulez compléter. C'est effectivement l'enjeu de faire sortir l'information. Il y a des filières où c'est pratique parce qu'il y a des filières professionnelles qui sont bien organisées. Nous, on a eu l'expérience à travers les carrières avec l'UNICEM. On a eu l'expérience avec les forêts, avec tous les progrès sur la gestion forestière. La filière équine aussi, à une époque, on a travaillé avec eux. Et donc, quand on est à l'intérieur d'une filière bien organisée, ça circule bien. Et donc, on a des contacts. Par exemple, ce qui fonctionne le mieux actuellement pour nous, c'est la filière des carrières. Hein. On a des bonnes relations avec un certain nombre de carriers et ça diffuse. Bon. Par contre, la question que vous soulevez, Géraldine, c'est faire sortir l'information. Et là, il y a les grandes structures professionnelles que vous avez citées, et aussi localement. Paradoxalement, quand on travaille avec des entreprises, c'est un peu donnant-donnant. C'est-à-dire que nous, on va y trouver des sources d'information parce qu'on rentre. Là, je suis plus sur des particuliers, là, hein, je suis sur des entreprises. Et en particulier les carrières, qui sont en général des espaces fermés au public. Donc, ça nous ouvre des portes pour aller étudier les oiseaux sur ces espaces fermés. Et inversement, les carriers sont souvent demandeurs non seulement du résultat des observations, hein, et donc on leur rédige des rapports, etc. Et si on veut être correct jusqu'au bout dans l'échange, il faut pouvoir participer à l'externalisation de l'information. Et toute la difficulté pour nous, c'est de faire rentrer la biodiversité dans l'actualité locale. Moi, je suis du Sud-Manche. On a la chance d'avoir 3 journaux, hein, le Ouest France plus 2 hebdomadaires. Et la seule porte d'entrée, c'est d'avoir des contacts directs avec les journalistes ou les correspondants locaux. Parce qu'on ne se rend pas compte de la concurrence qu'il y a maintenant au niveau d'information. Hein. Régulièrement, il y a tout ce qui est spectacle, sportif. Alors là, on est laminé par les actualités sportives. Hein. Et puis, logiquement, la culture, c'est bien d'autres choses que la biodiversité. Hein. Et on arrive quand même à placer de temps en temps des résultats d'enquête ou des événements qui ont lieu sur une carrière ou une autre. Et à ce moment-là, il faut absolument qu'on réussisse à intégrer le propriétaire ou le responsable de gestion. Ça valorise son intérêt, ça valorise les actions qu'on a pu mettre en place en collaboration. Et localement, pour l'entreprise, c'est important pour son image. Pas seulement les employés, mais aussi la société locale. Et ça, c'est un enjeu important aussi pour les oiseaux, parce que si on arrive à faire connaître les oiseaux d'une carrière, on valorise la carrière et inversement, le carrier va être intéressé par nos propositions. Alors, on a plusieurs questions. Alors, je vois que Guillaume a répondu dans le chat, mais globalement, je vais le dire comme à l'oral pour être sûr que tout le monde ait bien l'information. Il n'y a pas de surface minimum pour être refuge du GON. Ça peut être un jardin, ça peut être une exploitation agricole, ça peut être votre espace vert d'entreprise. On a une main levée. Mathilde, je te laisse prendre la parole. Je l'entends pas. Non, on t'entend pas, Mathilde. Non, toujours pas. C'est peut-être ton casque.
Ouais, ça marche. Le temps que tu mettes ça par écrit, on a une autre question sur comment devenir refuge quand on est une exploitation agricole. Est-ce qu'il y a un coût au fait de devenir un refuge? Alors, le coût de base, c'est dans la convention, hein, c'est l'adhésion annuelle au GON, donc c'est 30 €. Et avec ces 30 €, il y a au minimum une visite annuelle. Quand je dis au minimum, c'est que si on a la chance que le correspondant n'habite pas trop loin, en général, il y a plusieurs visites, hein. Donc voilà, la seule contrainte, c'est qu'on ait quelqu'un qui habite dans un rayon de 20 km. Voilà. Et sinon, il n'y a pas de degré d'intérêt. On s'intéresse autant aux oiseaux communs qu'aux raretés. En général, sur les refuges, on n'y va pas pour des raretés, hein. Bon, on a quand même des carrières avec le faucon pèlerin et le grand corbeau, des choses comme ça. Mais on ne va pas sur les fermes pour aller chasser une observation rare. En effet, c'est important de le rappeler, mais c'est essentiel aussi de faire passer ce message, c'est que quand même la fonctionnalité de nos écosystèmes, elle repose sur ces espèces tout à fait communes et la biodiversité du quotidien. Il vous est demandé, est-ce que vous avez vous mentionnez que dans le cadre des refuges, vous faites du conseil aussi du coup sur des actions à mettre en place, d'aménagement ou de gestion pour rendre le site favorable à la vie faune. Est-ce que vous pouvez citer quelques exemples d'actions favorables à la vie faune? Sur quel milieu? Sur, par exemple, un refuge d'entreprise, quel type de conseils vous allez proposer aux entreprises? Bah, je vais citer quelques réussites, autant que ce soit positif. Par exemple, on a en partie une sablière, hein, où l'exploitant était très ouvert, et au fur et à mesure que l'exploitation a gagné en espace, on a pu obtenir la création de 3 îlots progressivement, hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les matériaux étaient exploités, le gestionnaire de la sablière a mis en place des îlots. Et donc, c'est formidable parce que on a augmenté la capacité d'accueil pour les oiseaux d'eau, hein. On a aussi participé à l'époque où on était bien intégré dans la filière forestière, hein, à toute la démarche de réflexion sur le bois mort. C'était pas encore la mode, mais on a réussi à bien impulser cette histoire de bois mort. Et on a travaillé avec l'ONF en particulier sur tout ce qui touchait aux îlots de sénescence. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à obtenir des îlots où il n'y a plus du tout d'exploitation. C'est-à-dire qu'il y avait initialement des îlots où on retardait l'exploitation des arbres, et donc on a obtenu peu à peu la définition d'îlots où on laisse complètement la nature évoluer, et donc les arbres morts ne sont même pas exploités, hein, et donc voilà, c'est des exemples, hein. Je réfléchis vite. J'imagine que de planter des haies ou maintenir des Alors, haies présentes. Pas n'importe lesquels. Oui. Oui, pas les tuyas, on est d'accord. Oui, en milieu bocager, il y a beaucoup de choses à faire, hein. On a des endroits, par exemple, où le conseil dépend notamment du bénévole, mais après, par exemple, on est sollicité aussi, mais parfois en dehors du réseau des refuges, hein, mais les problématiques sont les mêmes sur des terrains où on arrive, en fait, t'as l'usine qui est entourée d'un parking et d'une pelouse tondue à ras et de grillage. Voilà. Et on nous dit qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi on n'a pas d'oiseaux? Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de. Si les oiseaux, ils n'ont pas le gîte et le couvert, vont difficilement venir. Donc, comme tu disais, planter des haies, oui, mais pas planter n'importe quelle haie. On peut faire des haies variées qui ne demandent pas forcément énormément d'entretien, mais qui vont, par exemple, donner de quoi se nourrir aux oiseaux à l'automne et en hiver. On peut avoir des bouts de terrain où il y avait une pelouse, et ben cette pelouse, on arrête de la tondre à ras et on la laisse pousser. On fait une tonte différenciée et du coup, on va avoir une diversité naturelle de plantes qui va se mettre en place et on a nos oiseaux granivores les granivores qui vont revenir parce qu'ils vont commencer à trouver de quoi manger, hein.
l'exemple majeur dans ce genre de milieu. On a obtenu d'une entreprise qu'elle laisse les ronciers pousser sur ses grillages extérieurs. Donc, évidemment, ça demande beaucoup d'explications parce que notre ennemi, c'est le beau. Le beau et le propre, hein, à tous. Et donc, l'idée de laisser pousser les ronciers sur les grillages de protection extérieure, ça a été un enrichissement extraordinaire. Bon, après, il faut les maîtriser, hein, mais une fois qu'ils sont en place, c'est un trésor. Laure, vous souhaitez intervenir? Oui. Alors, en intro, on vient de s'engager dans les entreprises engagées pour la nature, donc je pense que le chemin nous aidera à répondre à toutes ces questions-là. Mais j'ai un exemple très concret dans mon cas. Nous, on a 10 sites. 9 sur 10 sont en hyper centre-ville, où on a des laveries libre-service et des pressings dedans. Je suis en location dans tous les sites. Enfin, rien ne m'appartient. Et le dernier des sites est à Isnoville. Et typiquement, c'est l'exemple que vous donniez, Guillaume. C'est-à-dire que, j'ai même pas la pelouse taillée à ras, j'ai du bitume partout. Si, j'ai effectivement l'évacuation des eaux où justement il y a des belles fleurs qui poussent et que pour des raisons de beau, on me demande de tout couper. Et effectivement, avec nos voisins, on avait une haie. Et comme les deux voisins, justement, ne comptent pas sur la manière de l'entretenir, le plus simple, c'est qu'ils l'ont arraché. Donc, alors je suis arrivée lundi matin, il y a 15 jours, en me disant « Oh là là, c'est marrant, on voit beaucoup les voisins, mais parce qu'ils ont arraché la haie. » Et donc, concrètement, même si effectivement, je mettais en propos qu'on commence le parcours, du coup, je pense que je vais répondre au fil de l'eau à ces questions de qu'est-ce qu'on peut faire. Mais dans un cas très concret, basique comme le mien, si je voulais faire quelque chose au niveau de mes sites, que puis-je faire? Alors, les sites en ville… pas grand-chose. Ça dépend comment ils sont situés, mais on a en ville, on a la problématique on a des oiseaux cavernicoles donc qui nichent dans des trous et qui… les villes ont de plus en plus de mal à se loger parce qu'on bouge tout. Donc, une solution devient la pose de nichoirs. On l'a fait pour les martinets sur des immeubles où il y a eu une grande série de nichoirs pour les martinets qui a été posée. On le fait on peut le faire pour les moineaux aussi, parce que on en parlait, le moineau domestique se porte pas forcément bien et il a aussi la crise du logement. Donc ça, il y a certains nichoirs comme ça qui sont utiles parce que justement on a des oiseaux qui ont de plus en plus de mal à se loger. Donc, il y a quand même des choses à faire. Dans le cas où moi, j'ai la sensation d'avoir aucune maîtrise des sites sur lesquels je me trouve. Et c'est pour ça que mon premier sujet à moi, c'était comment je traite l'eau potable, parce que vu qu'on fait, c'est notre matière première, et comment je réduis mes consommations d'énergie, etc. Mais d'où d'ailleurs mon intégration dans le parcours. C'est pour vraiment monter en compétence sur ce qui est la notion de biodiversité, de notre impact. Mais j'ai la sensation, en tout cas, aujourd'hui, là, sans aucune connaissance, que dans mon cas, je ne peux pas faire grand-chose. Il faut vraiment voir le site et comprendre les enjeux, en particulier du voisinage, qui est responsable des espaces, qui a la main sur la gestion. Si c'est uniquement du privé, ça reste après du travail de relationnel. Alors, on sait ce que c'est qu'un voisin, c'est pas forcément le type sympa, mais si vous avez la main sur ne serait-ce que quelques mètres carrés, je sais pas moi, au pied d'un mur, ou il y a moyen de réintégrer rapidement. Alors, quand je dis rapidement, il faut se méfier. Tout ce qui est rapide, en général, n'est pas durable. Et, après, c'est ça. C'est pour ça que les bénévoles qui vont sur les refuges, ils sont pas tous écologues, loin de là. Mais on échange entre nous aussi pour savoir un petit peu ce qu'il faut proposer, sachant toujours que c'est le propriétaire qui garde la main sur ce qu'il va faire. Mais il y a des cas extrêmes. Il y a des gens pour qui le refuge, c'est un balcon. Voilà. En
En tout cas, l'action d'observation, elle est toujours nécessaire et elle marche déjà dans un premier temps. Ça peut être d'observer et de faire peut-être monter en compétence un peu en interne pour voir ce que vous observez dans vos espaces extérieurs. Et c'est vrai qu'en tant que locataire, l'action nichoir, elle paraît tout de suite un peu plus peut-être accessible que d'autres qui seraient plus lourdes, puisque c'est des choses qu'on pourra, qui sont assez modulaires, quoi. Il y avait une question, je crois, dans le chat sur est-ce que vous avez des actions communes ou similaires? Je l'ai perdu. Là, avec la LPO, quelle est la différence? Alors, je te laisserai compléter peut-être, Guillaume, après. En effet, mais il y a plusieurs assos naturalistes globalement en région. Sur les oiseaux, vous avez en effet le GON et la LPO. On sera peut-être amené à faire intervenir la LPO dans un prochain webinaire. On n'a pas encore arrêté ça. Mais globalement, la LPO a également une offre de refuge qui se ressemble. L'histoire des assos n'est pas la même, le périmètre d'intervention n'est pas le même. Voilà, c'est peut-être ce genre de choses. Mais oui, il y a également une offre, mais ça, on aura peut-être l'occasion de la présenter plus tard. Guillaume? Oui. Voilà, la grosse Il y a différence. quand même un élément très, très différenciant vis-à-vis de la LPO, c'est notre offre sur les refuges. Elle s'accompagne obligatoirement d'un correspondant. C'est-à-dire qu'il y a un interlocuteur pour le propriétaire privé, qui est d'avoir quelqu'un qui lui fait face et qui peut amener du conseil, du partage de connaissances, comme on l'a dit en premier lieu, et du conseil. Chose qui n'est pas exactement la même pour la LPO, qui propose aux futurs hébergeurs de refuge, je dirais, d'adhérer à une charte. Là, mais il n'y a pas de correspondance assurée. Très bien. Merci beaucoup pour la précision. Est-ce qu'il reste des questions? Si c'est pas... Alors, j'en avais une dernière, moi, peut-être, Guillaume, c'est sur le contact. Est-ce que le contact pour quelqu'un qui est intéressé par un refuge GON, est-ce que c'est toi le contact? Est-ce qu'il y a l'adresse générique GON? Enfin, si tu peux la mettre dans le chat éventuellement, on le mettra Ça également. va être le secrétariat. Ok, comme ça, nous, on pourra relayer ça sur la lettre dont tous les participants seront destinataires suite à ce webinaire. Ok, super, merci. Merci beaucoup à toutes et à tous. On vous transmettra un compte-rendu et des invitations prochaines pour d'autres webinaires, ateliers techniques ou visites de sites à destination des entreprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain. Merci Romain. À bientôt. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.